nous accueillir dans cette salle Gérard Philippe pour la représentation des troisièmes qui vont vous proposer donc une création à partir du texte de Charlotte Delvaux qui s'appelle Calabrita des 1000 Antigones. C'est un texte qui raconte l'histoire d'un village de Grèce, Calabrita, dont toute la population masculine a été massacrée par les nazis en décembre 1943. Et les élèves sont allés en Grèce au mois de mars dernier, à Calabrita même, le jouer donc dans des lieux de mémoire. Et ils sont ravis de le jouer pour une dernière fois ce soir ici. C'est leur dernière représentation dans ce collège et sur cette scène. Donc ils sont tout émus et moi aussi. Voilà, c'est ici, c'est le chemin qu'ils ont pris. Ce n'est pas la terre qu'ils ont foulée, ce ne sont pas les pierres qui ont roulé sous leurs pieds, ce n'est pas le lit desséché du torrent, cela, c'était leur vrai chemin. Le vrai chemin est sous les marches, ces marches de pierre dorée qu'on a scellées sur le vrai chemin pour ne pas perdre son tracé, pour ne pas user le vrai chemin. Les marches de pierre dorée conduisent au monument, là, sur la colline. Le vrai chemin les a conduits à la mort, là, dans ce creux, au flanc de la colline. Montons, nous verrons le bourg au-dessous de nous, et l'école où les femmes, avec les enfants et les vieux, l'école où nous étions enfermés. Vous la voyez? Un peu à l'écart des maisons. Les femmes étaient enfermées dans l'école avec les enfants et les vieux. Les hommes montaient le chemin. Ce chemin fait maintenant de marche en pierre dorée. Les femmes ne savaient pas ce qu'on faisait des hommes. Elles ne savaient pas et elles avaient peur. Il y en avait qui hurlaient et les autres ne pouvaient pas les empêcher de hurler. Les hommes gravissaient la colline. Ils marchaient en silence. Les soldats criaient pour les presser. Ils ont mis longtemps à gravir la colline. Pour les femmes qui étaient enfermées dans l'école, qui serraient les petits contre leur poitrine, ils ont mis longtemps à gravir la colline. Pour les hommes qui montaient, le chemin était court. Ils savaient, les hommes, qu'au bout du chemin était la mort. Le chemin qui mène à la mort est toujours court. Et même si la montée était pénible, le temps leur a été court. Les pierres roulaient sous les pas des hommes. Au vrai, ce n'était pas un chemin. Je veux dire un chemin qu'on emprunte pour aller d'ici à là. C'était un sillon, desséché et pierreux, comme le lit d'un torrent, tari depuis longtemps. Pour les femmes, le chemin était interminable. Pour les hommes, le chemin était un raccourci. Un raccourci de la vie à la mort pour les hommes dont la vie ne s'était pas accomplie. Un raccourci de la vie à la mort pour les garçons qui n'avaient pas fini de grandir. Un raccourci de la vie à la mort pour les plus âgés, qui n'auraient pas la dernière maladie, celle qui vous met au lit, dont on meurt. Enfermés avec les enfants et les vieux, sous la garde des soldats casqués et armés, ne savaient pas où étaient les hommes, ce qu'on faisait d'eux. Elles redoutaient le pire.
voir poussées dans un angle de la place, tandis qu'on les poussait, elles, avec les petits et les vieux dans l'école. Les hommes ne savaient pas ce qu'il advenait des femmes et des enfants pendant qu'eux montaient au rendez-vous de la mort. Et de penser à leurs femmes et à leurs enfants leur faisait refluer le sang au cœur. Ils montaient au rendez-vous de la mort, et c'était un faux rendez-vous puisque leur vie n'était pas faite. Puisqu'il n'est pas naturel que toutes les vies des hommes d'un pays s'arrêtent au même moment, le même jour. C'est un faux rendez-vous, n'est-ce pas? Puisqu'aucun n'avait vu le signe que la mort vous fait quand l'heure est là. La mort était là, sans que personne l'ait vu venir, sans que personne n'ait entendu son appel, sans que personne n'ait senti son frôlement dans un rêve, la nuit d'avant. Il ne faut pas se fier aux choses apprises. Tous les rendez-vous avec la mort étaient vrais ces années-là. Dans l'école, les femmes ont recommencé à hurler, en serrant plus étroitement contre elles, des enfants terrifiés. Si terrifiés qu'ils ne criaient pas, les pauvres, leurs lèvres blanches et leurs grands yeux fixes. Et elles pensaient toutes si fort aux hommes qu'elles ne songeaient pas à réconforter les vieillards qui essayaient de se montrer calmes, près de s'affaisser. Eux, c'étaient leurs fils qui gravissaient la colline, leurs fils et leurs petits-fils. Ils ne le savaient pas, mais ils appréhendaient. Peut-être les hommes qui gravissaient la colline ont-ils entendu les cris des femmes. Toutes ensuite ont essayé de se rassurer. Non, je ne crois pas que les hommes aient entendu. Non, ils n'ont pas dû entendre. Leurs oreilles étaient pleines de ce bourdonnement qui est la voix de la mort quand elle approche. Parce que eux, les hommes, en gravissant la colline, savaient. Comment ne pas le savoir quand la mort vous sonne aux oreilles? Quand vous allez en colonne et que la colonne est encadrée de mitrailleuses, de soldats porteurs de mitrailleuses, de soldats bottés et casqués, ceux qu'on guettait dans les montagnes, à qui on dressait des embuscades, justement parce qu'ils étaient les porteurs de mort. Cette fois, plus d'embuscades. Tous les hommes du pays étaient là, avec en plus ceux d'autres villages qui étaient venus au marché ce jour-là. Tous les hommes étaient là parce qu'en hiver, on ne va pas au champ. Les forces étaient plus inégales que jamais. Tous étaient pris. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. I first saw you, I felt the energy of sun rays. I saw the references to shine bright tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like diamonds. Shine bright like diamonds. Shine bright like diamonds. Beautiful like diamonds in the sky. Apologize to the universe as we moonshine and Molly feel the warmth. Les hommes gravissaient la colline sans rien dire. Pourquoi? À qui aurait-il dit quelque chose? Tous devaient mourir au même rendez-vous. Un rendez-vous à parole perdue. Pourquoi parler à la mort? Elle ne répète rien. Et les mots qu'on veut dire à ce moment-là sont pour ceux qui vivront encore et transmettront à d'autres. Nous savons ce qu'il nous aurait dit, et nous l'avons fait. Nous avons élevé les enfants. Nous avons pris soin des bêtes et des arbres. Nous avons préservé la terre de retourner à la friche. Nous avons tenu la maison. Nous avons gardé le souvenir. Les femmes se demandaient ce qu'il adviendrait des hommes. Et toutes s'en voulaient de n'avoir pu leur donner le moindre viatique. Un quignon de pain et une poignée d'olives pour la route, par exemple. Car elles essayaient de se faire croire qu'on les avait rassemblées pour les emmener au loin. Cela s'était vu déjà, des villages où tous les hommes avaient été déportés. Toutes s'en voulaient de ne pas les avoir embrassées tendrement au réveil ce matin-là. Il aurait fallu avoir un pressentiment. Et encore une fois, rien n'avait fait signe. C'était un matin comme les autres.
Un samedi. Jour de marché. Le marché était sur la place, là où il se tient encore aujourd'hui. Il n'y avait pas grand-chose à acheter au marché ces années-là, mais les paysans des alentours venaient quand même. Ils apportaient le peu qu'ils avaient, quelques oignons, quelques fromages, un outil à réparer par un artisan du bourg. C'était surtout pour causer, pour avoir des nouvelles qu'ils venaient. Et nous du bourg, tout en sachant qu'il y avait guère de quoi s'approvisionner au marché, nous y allions aussi. Par habitude, pour causer, pour avoir des nouvelles, pour voir du monde. Alors, quand le pays a été encerclé, En un rien de temps, d'un seul coup, toutes les rues qui débouchent sur la place du marché étaient barrées. Quand le pays a été encerclé, tout le monde était sur la place, sauf les très vieux et les femmes qui avaient des enfants à la mamelle. Mais les soldats les ont fait sortir. Et tout le monde a été sur la place, tous pris comme dans une nasse. Le cercle se resserrait en un moment. Et les soldats, bottés et casqués, l'arme au bras, ont poussé les hommes d'un côté, les femmes et les petits-enfants de l'autre. En obéissant à des ordres que des officiers, armés seulement d'un revolver, criaient dans leur langue que nous ne comprenions pas. nous avons été bousculés d'un bord à l'autre de la place, avec des échanges d'un bord à l'autre. Ce garçon a au moins 16 ans, alors, dans le groupe des hommes. Ce vieillard a plus de 70 ans sans doute. Alors par ici, dans le groupe des femmes. Les soldats triés arrachaient celui-ci à un groupe et le poussaient dans l'autre. Ici, les hommes de ceux de 70 ans. Là, les femmes avec les enfants et les grands vieillards. Et pendant que se faisait le tri, d'autres soldats refouillaient les maisons et en sortaient encore ceux qui s'y étaient cachés. Les nouvelles accouchées avec le nouveau-né dans les bras, les grand-mères impotentes recroquevillées dans un coin sombre de la cheminée. C'était en hiver. Les soldats tiraient le prêtre de l'église, et de chez lui, la belle maison sur la place, le maire qui se mettait en dimanche parce qu'il voulait parlementer avec l'officier. L'officier l'a fêté d'un coup de poing et l'a poussé dans le groupe des hommes. Le prêtre a voulu faire prier tout le monde. L'officier l'a fait taire aussi. Et lui aussi, le prêtre, a été poussé dans le groupe des hommes. Les soldats faisaient leur travail vite, avec méthode. On voyait qu'ils étaient entraînés, qu'ils avaient l'habitude. En un moment, tout a été en ordre. Les hommes en rang, les femmes contre le mur de l'école, serrées les unes contre les autres, et qui tendaient le coude pour essayer de rencontrer le regard de leur mari, de leur fils, de leur père. Moi, j'en avais 5 dans la colonne. Mon mari, mon père, mes 2 gars et mon beau-père, qui vivaient avec nous. Mes 2 gars, 17, 19 ans. La colonne des hommes s'est mise en marche, avec les soldats qui l'escortaient. Pendant ce temps, d'autres soldats nous poussaient dans l'école, bouclaient les portes, et presque tous s'en allaient, n'en laissant que 4 ou 5 en faction. Ils avaient besoin d'hommes sur la colline. Il n'était pas de trop pour tout ce qu'il y avait à faire. 1300 hommes. 1302 au départ. Tous vaillants, et qui auraient vendu chèrement leur vie. Maintenant sans défense entre les soldats bottés, casqués et armés. Sans défense les innocents, saignés comme les agneaux de Pâques. Les hommes n'étaient ni enchaînés, ni entravés. Vous pensez, comment auraient-ils fait ces soldats? Enchaîner tous ces hommes? Les soldats n'avaient pas de temps à perdre. Ils avaient affaire ailleurs, d'autres villages sur leur route. Les soldats ont fait gravir la colline aux hommes en les poussant, l'arme aux côtes. Comme les hommes n'étaient pas attachés, 2 ont pu s'échapper. Ils se sont coulés hors de la colonne, ils ont rampé dans un creux, et de là, ils ont vu. C'est par eux qu'on a su comment tout s'était passé. Ils ont dit comment ceux qui marchaient derrière eux avaient resserré le rang, les avaient fait passer sur le côté de la colonne pour profiter d'un espacement entre les soldats qui encadraient. Que restait-il de plus? Ils ont glissé vivants entre les morts. 2 seulement. Les hommes ont gravi la pente. Elle est assez raide comme vous voyez. Ils sont arrivés à la ravine là, sur votre droite. Nous sommes déjà un peu loin du pays, regardez. Ils n'ont pas dû entendre les cris des femmes dans l'école. Par 100 à la fois, les soldats ont fait descendre les hommes dans la ravine, où d'autres soldats étaient déjà en position, un genou en terre, devant leur mitrailleuse. Et par rafale, 100 par 100, les hommes sont tombés. Nous, dans l'école, nous entendions les mitrailleuses, et celles qui hurlaient se sont tues. Le silence a pesé sur nous, pesé d'un point insupportable. Nous tendions l'oreille pour entendre la prochaine rafale, et chaque fois, nous espérions que ce serait la dernière. Nous mettions nos mains sur les oreilles des enfants, cachaient leur visage dans la poitrine. Les rafales se sont succédées pendant 3 heures. En 3 heures, tout était fini. Quand toute la colonne de nos hommes est tombée du chemin à la ravine, les hommes tombaient, les uns sur les autres. Les soldats ont regagné leurs armes, et l'officier au revolver a marché, avec ses bottes, sur les cadavres, et il a donné le coup de grâce à tous ceux qui bougeaient encore. Alors seulement, il a ordonné aux soldats de se remettre en rang, 4 par 4, pour qu'ils puissent regagner les camions qu'ils avaient laissés à l'entrée du pays.
Ce sont ceux qui étaient cachés derrière les buissons qui l'ont raconté. De l'école, nous avons entendu passer les soldats, le martèlement des bottes. Quelqu'un a dit que maintenant ils mettraient le feu à l'école, que cela s'était déjà fait ailleurs, et des femmes ont recommencé à crier. Non. Un autre officier est arrivé quand la colonne des soldats est finie de passer. Un autre officier est arrivé. Il a ouvert les portes et il est parti avec les 4 ou 5 soldats qui avaient gardé l'école. La porte ouverte, nous n'osions pas bouger. Nous n'osions pas sortir. Nous sommes restés tous sans bouger, faisant taire celles qui criaient encore, pour deviner, en écoutant le silence, ce qu'il convenait de faire. Nous avons attendu, glacés de peur. Le bruit des camions s'est dissipé lorsque l'un des deux qui avait échappé au massacre s'est risqué à quitter sa cachette et est accouru pour nous dire que tout était fini, qu'ils étaient partis, tous, et que nous pouvions sortir. L'autre rescapé avait aussi quitté sa cachette sous les épines et avait couru le long des chemins des crêtes pour prévenir les barbares, les villages situés en avant de la marche des barbares. Comme les camions suivaient la laissée de la route, et ils sont si aigus que les conducteurs reprenaient chaque virage à 2 fois. Lui, par les crêtes, il les devançait, et les hommes des villages sont partis dans la montagne. Nous sommes sortis de l'école. Nous avons fait rentrer les vieux à la maison en leur confiant les plus petits. Et nous, les femmes, avec les plus grands, ceux de 14-15 ans, nous sommes montés à la ravine. Nous tenions notre cœur à 2 mains pour qu'il supporte. Notre cœur battait si fort qu'il nous aurait crevé la gorge. De nos 2 mains, nous tâchions de comprimer les battements de notre cœur pour qu'il n'éclate pas. Le cœur battait à nous étouffer, et pourtant, nos jambes nous ont portés jusqu'à la ravine. Nous avons gravi le chemin où les pas des hommes n'étaient pas marqués. C'était seulement comme après le passage d'un troupeau. Poussière et pierre sont sans mémoire. Et nos yeux, pendant que nous gravissions la colline en nous tenant le cœur à 2 mains, nos yeux cherchaient par terre une trace, un objet qui serait tombé d'une poche, que nous aurions reconnu. Nous avons gravi la colline en nous tenant le cœur à 2 mains, pressés de savoir, en même temps redoutant de voir ce que nous allions voir, tant que nous ne savons plus dire, aujourd'hui, comment nous avons gravi cette colline, comment nous avons eu la force. Au haut du chemin, ici d'où l'on domine la ravine, au haut du chemin, les premières ont vu. Elles ont compris qu'il était inutile de tenir son cœur à 2 mains. S'il n'éclatait pas tout de suite, il durerait encore pour vivre malgré tout. Malgré tout, oui, c'est bien cela qu'il faut dire. Quand toutes les femmes sont arrivées au-dessus de la ravine, elles se sont arrêtées et elles sont restées là, immobiles, muettes. Que fallait-il faire? Que fallait-il donc faire? Pour les morts ordinaires, on sait. Pour cela, cet énorme tas de morts, cet énorme tas. Nous restions là, desserrant nos doigts, laissant mollir nos mains inutiles. Nous en oublions les enfants à qui nous aurions dû épargner tout cela. Nous n'avions pas songé à les renvoyer à la maison. L'aurions-nous pu? Ils s'accrochaient à nous. Que fallait-il faire? L'hésitation n'a pas été si longue quand j'y pense. L'une d'abord, puis les autres. Toutes sont redescendues à la ravine et se sont approchées des hommes couchés là, les uns sur les autres. Et quand l'une a reconnu son mari, elle a tiré un peu à l'écart. Et chacun a cherché le sien, son mari, ou son père, ou son fils, ou tous à la fois. Moi, j'en avais 5 à retrouver. Heureusement, ils étaient restés ensemble et je les ai retrouvés tous à la fois. Mon mari tenait encore la main de notre plus jeune. Et mon beau-père, l'homme qui parlait aux abeilles. C'était toujours lui qu'on venait chercher pour les essaims. 3 générations, mari, père, fils, et ainsi de tout le pays. Avec les hommes qui sont tombés ce jour-là, la mémoire du pays s'est perdue. Maintenant, il n'y a plus personne pour se souvenir de la manière dont le maréchal Ferrand tenait le fer. Il était réputé pour son adresse. Chaque fois qu'il ferrait une mule, on faisait cercle autour de sa forge pour voir comment il s'y prenait. Il n'y a plus personne pour se souvenir de la manière dont l'ébéniste faisait vieillir son chêne. Et c'est aussi tout un langage qui s'est perdu. Le langage des métiers d'hommes. Personne ne dit plus. Vous vous rappelez du forgeron Vassili? Comme il avait vite fait de dégaucher un soc. Et Costa, le charpentier, comme il dégrossissait un tronc à l'herminette. Et comme la poutre était droite. Ceux à qui ils avaient montré leur tour de main, les compagnons qui auraient repris après eux, sont morts en même temps qu'eux. Penchés sur les corps, entremêlés dans la lumière du jour finissant, les femmes cherchaient. C'était l'hiver. Et si la nuit allait tomber avant que chacune ait retrouvé les siens? Aussi,
Nos gestes sont-ils faits moins lents? Et au fur et à mesure que chacune dégageait le sien, le tirait un peu à l'écart, l'allongeait sur le dos, c'était plus facile de chercher dans le tas qui diminuait. En même temps, un espoir. C'est insensé l'espoir. On entend les pas des disparus dans la maison, longtemps après les avoir enterrés. Il faut du temps pour s'habituer. Un espoir insensé. Que voulez-vous? Ces hommes tout à l'heure, ils vivants, et maintenant tombés. N'importe comment. Les uns sur les autres, comme des hommes ivres, et encore chauds. Peut-être n'étaient-ils pas tous morts. Peut-être retrouverait-on un vivant sous les morts. Nous jalousions presque celle pour qui l'espoir insensé se réaliserait. Hélas. Et les femmes passaient avec précaution entre les cadavres, prenant garde de ne pas se gêner, car elles étaient des centaines de femmes penchées sur ces cadavres, noires glaneuses, cueilleuses de morts, dans cette ravine de pierrailles où l'on moissonnait pour la première fois. Elles avaient relevé leurs jupes pour ne pas les salir. Mais déjà la terre avait bu tout le sang, et sur les pierres, le sang avait séché déjà. Les femmes allaient avec précaution entre les cadavres, retournaient doucement ceux qui étaient tombés face contre terre, et reconnaissant celui-ci ou celui-là, appelaient dans un murmure « Antigone, ton Costa, Daphné, ton Dimitri », et continuaient leur quête jusqu'à ce que chacune ait retrouvé le sien, ou plus souvent les siens. Sans se relever, les femmes allaient, pas à pas, chercher à chaque pas où poser leurs pieds entre les cadavres. Nous ne pouvions pas les reconnaître de loin à leurs vêtements. Chez nous, les hommes étaient habillés pareil. Pantalon noir, veste noire, chemise blanche. De même les femmes. Robe noire, fichu noir sur la tête. Et quand elle avait retrouvé le sien, chaque femme le soulevait, doucement, l'allongeait doucement, lui mettait doucement la tête droite, lui abaissait les paupières et lui couvrait le visage de son mouchoir. Les femmes retiraient l'alliance de leur époux pendant que leurs doigts n'étaient pas encore raidis, et passaient l'alliance de l'époux à leurs doigts, à côté de leur propre anneau. Vous en croisez beaucoup aujourd'hui, au bourg, des femmes qui portent 2 anneaux au même doigt et qui ne sont pas si vieilles encore. Ce sont les veuves de ce jour-là. Les fiancées ne prenaient rien. Elles aidaient les mères à allonger leurs fils, les fiancés. Puis les femmes des villages environnants sont arrivées, inquiètes de n'avoir pas vu les hommes rentrer du marché. Et quand elles se sont retrouvées dans les rues désertes, avec les maisons vides, portes béantes, elles ont reconnu le malheur. Et les vieux, qui gardaient les tout-petits, leur ont dit d'aller vers la ravine. Alors, elles aussi se sont mises à chercher dans le tas de morts, avec les gestes humbles et tendres de leurs mains attentives. Et les enfants étaient toujours là, faisant leur part de ce travail qui n'était pas pour eux. Ils ont plus appris ce jour-là qu'il est nécessaire d'en savoir pour toute une vie. C'est ainsi que la nuit est venue et que nous ne savions pas ce qu'il fallait faire d'autre. Alors nous sommes redescendus, sauf 2 ou 3 qui n'avaient plus personne à la maison et qui voulaient rester pour Estelle. Celles qui avaient des enfants petits à la maison, il fallait faire manger les enfants. Celles-là sont redescendues au pays en silence, en trébuchant dans l'obscurité, ivres de fatigue mais insensibles soudain, le cœur devenu pierre soudain. Et quand les enfants ont été couchés, l'une des femmes appelait les autres porte à porte. Elle avait allumé un cierge de cire à la flamme, qui reste toujours allumé sous les icônes. Alors chacune a pris un cierge et un châle, et nous sommes toutes remontées à la ravine pour la veillée funèbre. Les vieux nous y ont rejoints, aussi avec des cierges allumés. Les vieux gravissaient péniblement le chemin rocailleux, et nous qui étions déjà en haut, nous voyions trembler les petites lumières des cierges en une vacillante procession qui montait vers nous. La lune s'est levée, la nuit est devenue claire, c'était en décembre. La nuit s'est passée en prières. Des prières à peine murmurées, chacune agenouillée près des siens, parfois tenant la main de son mari ou de son fils, comme pour l'empêcher de se refroidir, comme pour lui garder le plus longtemps possible un peu de chaleur, un semblant de vie. Mais le matin, il a fallu décider. Il a fallu décider de ce que nous devions faire. Nous n'avions pas parlé de toute la nuit, et chacune tout en priant pensait à part elle, et rien de ce qu'il fallait faire n'était décidé quand les étoiles se sont effacées du ciel. Quand les cierges ont fini de répandre leur dernier cire sur les pierres où nous les avions posées, nous sommes redescendus au pays en silence.
si plus que ne pas oublier, c'est vouloir porter à la conscience des faits qui doivent justement rester dans l'histoire et non pas seulement à l'état de légende maintenant, aujourd'hui, qu'on dispose de l'écriture. Car des massacres, l'histoire de l'humanité en est pleine, mais de nos jours, il fallait pour qu'elles arrivent à la conscience, c'est-à-dire il faut qu'ils soient portés au langage, qu'ils entrent comme un fait d'histoire, un fait de culture, bien que le mot culture ici semble tout à fait à côté. Et c'est peut-être aussi le théâtre antique, en tout cas, si on me faisait ce compliment, je le recevrais avec beaucoup de joie et d'étonnement. Puis, l'une a dit, il faut d'abord faire la toilette funèbre, il faudra ensuite les ensevelir. Pour la toilette funèbre, chacun sait. Pour l'ensevelissement, le fossoyeur était là, mort avec les autres. Et quel fossoyeur a jamais enterré 1300 morts d'un coup? Qui creuserait 1300 tombes en un jour, dans la terre pierreuse de chez nous? Et les cercueils, le menuisier était là, mort avec les autres. Quel menuisier ferait 1300 cercueils en un jour? Il n'aurait jamais de quoi faire 1300 cercueils. Quel menuisier a jamais une réserve de bois pour 1300 cercueils d'un coup? Le menuisier, le forgeron, le maréchal ferrant, le meunier, le charron, le bûcheron, tous étaient là, morts avec les autres. Et où les enterrer? Il ne restait pas place dans le cimetière pour 1300 hommes. Un cimetière, cela s'agrandit peu à peu, au fil des ans. Nous ne pouvions pas aller jusque-là. Nous ne savions pas comment les enterrer. Et c'était comme s'ils mouraient une deuxième fois, d'être là, morts, sans avoir droit au devoir que l'on rend à tous les morts. Chaque mort a droit à un cercueil, mais le menuisier était là, mort, et le forgeron pour les clouer les poignets. Chaque mort a droit à un trou creusé pour lui, mais le fossoyeur était là, et tous ceux qui auraient aidé à creuser. Chaque mort a droit à une messe funèbre, mais le pape était là aussi parmi les morts. Chaque mort n'a-t-il pas le droit à une sépulture? Une sépulture avec son nom gravé dessus? Mais le tailleur de pierre était là, parmi les morts. Tous les hommes de métier étaient morts. Chez qui les garçons iraient-ils en apprentissage quand ils viendraient en âge? Alors, une femme a dit, nous devons les enterrer tous ensemble. Pour les enterrer, on ne peut pas creuser dans la piraille de la ravine. Il faut les enterrer, tous ensemble, comme ils sont morts, tous ensemble. Sans cercueil? Sans rien? Sans cercueil, avec nos mains. Et qui a exactement eu l'idée, je ne m'en souviens plus. Peut-être avons-nous eu l'idée tous ensemble. Il a été décidé que nous les mettrions tous ensemble, bien serrés les uns contre les autres, aussi serrés que possible, les uns sur les autres s'il le fallait, pour qu'ils tiennent tous dont le carré est resté vide au milieu du cimetière, que nous ne creuserions pas de fosse, mais que nous construirions un mur tout autour d'eux, pour leur faire comme une sorte de mausolée. Vous l'avez vu, au milieu du cimetière, entre les cyprès. Ce n'est pas un beau mausolée, c'est ce que nous avons pu faire de mieux à cette époque où les matériaux n'étaient pas faciles à trouver. Voilà ce qui a été décidé, voilà ce que nous avons fait. Nous sommes rentrés chez nous, les bêtes criaient, elles avaient faim. Les chiens étaient comme fous au bout de leur chaîne. Nous avons donné aux bêtes, nous avons fait manger les enfants. Nous sommes ensuite redescendus à la ravine, chacune avec un broc d'eau, un linge pour la toilette, un drap pour linceul. nous avons lavé leurs visages, nous avons écarté leurs chemises poissées de sang, parce que nous ne pouvions pas les laisser ainsi, leurs plaies souillées de terre. Nos larmes ont coulé, tièdes, sur leurs plaies, et c'est ainsi que nous leur avons dit adieu avant de les envelopper dans le drap. Quand tout a été fait, nous avons pris les civières sur lesquelles on porte les cercueils. Et oui, c'est encore l'usage. Chez nous, on porte les morts à l'épaule. Et un par un, nous relayant au portage, nous avons entrepris de porter nos morts jusqu'au carré au milieu du cimetière. Mais soulever et porter 1300 morts, en prenant un à la fois, est-ce possible? Nous avons vu que nous n'y parviendrions pas, qu'il y faudrait des jours et des jours,
même avec 2 autres civières que les vieux avaient confectionnées en hâte dans l'atelier du menuisier. Nous voyons que nous n'y parviendrions jamais, quand du renfort est arrivé des villages voisins. Et nous avons réussi à terminer avant la nuit close. Quelqu'un est allé chercher un moine, dans un couvent sur la montagne. Il a fallu aller loin. Les 2 couvents les plus proches avaient été incendiés, et les moines pendus, ou précipités du haut des rochers. Les barbares étaient passés aux 2 villages avant d'arriver chez nous. C'était sur leur chemin. Il a fallu aller loin pour chercher un moine. Il n'est arrivé que tard le soir, quand nous portions les dernières civières. Le moine a dit les prières pour tous les morts à la fois. Nous sommes rentrés à la maison. Celles qui n'avaient plus personne à la maison n'ont pas voulu quitter le cimetière. Elles ont allumé un feu à cause des bêtes sauvages. Les enfants passaient dans les maisons, prendre des fagots et les portaient au feu. Ainsi jusqu'au matin. Le matin, nous savions ce que nous devions faire. Construire une murette de pierres sèches autour du carré. Avec ces pierres, nous faisions des murettes autour de nos champs pour empêcher les éboulis. Quand la murette a été assez haute pour que les morts puissent être recouverts, nous les avons recouverts de terre. Nous avons pris la terre dans les champs et nous l'avons portée dans des paniers. Jusqu'à la nuit, une longue file de femmes qui chacune portait ce qu'elle pouvait de terre, la terre arrachée aux champs que les hommes avaient labourés et ensemencés l'automne avant. Ce n'est que plus tard que nous avons pu faire élever le mur et couvrir le mausolée d'un toit, tel que vous le voyez aujourd'hui. Mais nous avons rendu à nos morts tous les devoirs qu'on doit aux morts. Nous avons enseveli nos morts comme on doit. Le monument sur la colline avec tous les noms inscrits dessus, le monument que vous voyez ici, a été construit beaucoup plus tard encore. La guerre était finie depuis longtemps. Les soldats, bottés et casqués, étaient rentrés chez eux depuis longtemps, quand le monument a été érigé, pour qu'on se souvienne. Peut-être ont-ils oublié, eux les soldats. On oublie quand on a eu de la honte. Parce que je ne peux pas croire qu'il n'ait pas eu de honte. Ces jeunes soldats qui tuaient des hommes. Et tant d'un coup, avec tout ce sang qui coulait, cela fait du sang et du sang 1300 hommes. Tuer des hommes qui auraient pu être leur père, et des jeunes garçons de leur âge qui auraient pu être leur frère. Non, je ne peux pas croire qu'il n'ait pas eu de honte, ces soldats. Adieu, voyageurs! Quand vous traverserez le village pour regagner la route et rentrer chez vous, regardez l'heure à l'horloge de la place. L'heure que vous lirez au cadran de l'horloge, c'est l'heure de ce jour-là. Le ressort de l'horloge s'est rompu à la première salve. Nous ne l'avons pas réparé. C'est l'heure de ce jour-là.
il y a eu un gros projet Charlotte Delbo, mais je pense que pratiquement tous ceux qui sont ici le savent déjà, mais je vais quand même rappeler ces différents... disons le parcours préparatoire qui a permis qu'il soit aussi beau sur scène, enfin en tout cas à mes yeux. D'abord, ils ont rencontré des gens extraordinaires. Ils ont d'abord, en octobre, rencontré Ida Grinspan, qui a été déportée à Auschwitz et qui avait leur âge, en fait, quand elle est partie là-bas, et qui leur a raconté son histoire avec énormément de vitalité, de confiance dans l'homme, d'énergie vitale. Elle nous a impressionnés, et c'est vrai que je pense que ça a beaucoup compté dans le parcours. Il y a Violaine Gély qui est là et qui est venue en octobre aussi nous raconter la vie de Charlotte Delbo en détail. Alors Violaine Gély et Paul Gradvol sont les deux auteurs de la première biographie de Charlotte Delbo. Et je suis très honorée que vous soyez là, très heureuse que vous soyez là. Et c'est vrai que là aussi, Violaine, elle raconte l'histoire de Charlotte Delbo, toute sa vie, avec tellement de passion. Elle arrive à communiquer. On a l'impression qu'on connaît Charlotte. À la fin de son intervention, on avait l'impression que Charlotte était devenue quelqu'un qui était presque une proche de nous. Ensuite, ils ont pu assister à 2 spectacles professionnels, l'un mis en scène par Claude Alice Perrotte et l'autre mis en scène par Agnès Braunschweig, qui mettait en scène des textes de Charlotte Delbo. Donc ils ont vu 2 esthétiques différentes par des comédiens professionnels, c'était formidable. Ils ont assisté à une exposition qu'on a fait venir au lycée sur Charlotte Delbo, et ils ont eu des interventions par la commissaire de l'exposition, Elisabetta Ruffini, qui est italienne et qui dirige l'Institut de recherche l'ISREC à Bergame. Ils ont eu des cours d'histoire formidables avec Sylvain Rapaport, qui est dans la salle et que je remercie parce qu'il a beaucoup soutenu aussi ce projet de 1000 façons, mais notamment dans ses cours. Les élèves de 3e, j'avoue que ça a été vraiment un grand moment de bonheur pour moi toute l'année de les retrouver, d'abord parce qu'ils sont extraordinaires, ils sont partants pour tout le temps, quoi qu'on leur propose, et on peut compter sur eux, quelle que soit la mission qu'on leur donne, ils répondent présents. Et donc, par exemple, j'ai proposé la projection d'une dizaine de films sur la Seconde Guerre mondiale, la déportation, la résistance, et c'était le soir, un peu tard, et parfois c'était l'hiver, et on était tous fatigués, un peu déprimés, c'était pas forcément... il n'y avait pas forcément beaucoup de monde dans la salle, mais il y avait toujours mes chers 3e. Et ça a nourri aussi leur imaginaire et leur réflexion sur cette période tellement difficile de notre histoire. Et puis, bien sûr, il y a eu ce voyage à Calavrita qui a été extrêmement émouvant. À l'entracte, je vous montrerai quelques photos et peut-être aussi les auto-interviews qu'ils ont réalisées. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout ça ne s'est pas fait sans le soutien de bien des institutions qui nous ont soutenus financièrement de façon formidable. Donc je vais les nommer. L'AFMD, l'association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Donc je remercie aussi Catherine Breton qui est là et qui nous a tout de suite soutenus et qui a fait un appel à ses adhérents, un appel aux dons à ses adhérents. Donc on a reçu des chèques comme ça de gens que nous ne connaissions pas mais qui trouvaient notre projet intéressant. Donc ça nous a aussi beaucoup touchés. L'association des Amis de Charlotte Delbo, la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et l'homophobie, qui nous a donné une subvention vraiment importante. La Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui également nous a subventionné de façon vraiment formidable. Le FSE du lycée, qui a permis du coup que tous les 2 spectacles dont je vous parlais tout à l'heure, professionnels, ont été gratuits pour tous les élèves et ont pu être offerts à d'autres classes que mes chouchous de théâtre. Toutes les classes de 3e ont vu l'un des spectacles et toutes les classes de 1er ont vu l'autre spectacle. Le ministère des Armées aussi nous a donné une subvention. Et puis, je remercie le Théâtre de la Cité internationale, qui est notre partenaire de l'option au lycée, mais qui nous a permis de jouer le spectacle des terminales dans une superbe salle la semaine dernière. Et voilà, qui a aussi beaucoup œuvré pour le projet. Je suis un peu longue, je suis désolée. Des institutions, c'est une chose, mais il y a aussi, évidemment, dans cette aventure humaine-là et artistique, beaucoup de gens qui ont compté. D'abord, je voudrais remercier vraiment, très sincèrement, Madame Bouvry, la proviseure du lycée, qui est là et qui vient un samedi soir voir des spectacles d'élèves, je la remercie, et qui m'a beaucoup soutenue pour faire tous ces dossiers de demande de subvention, avec Monsieur Lamarck, l'intendant, et Sabrina Lopez, la gestionnaire, qui est
une perle rare qui règle tous les problèmes systématiquement avec le sourire et humour, et donc elle est formidable. Je remercie la documentaliste Madame Ben-Simon qui m'a aussi beaucoup aidée et qui a fait venir Henri Borland, j'ai oublié de le citer, mais c'était pas une petite rencontre non plus celle-ci. Donc les élèves de 3e ont pu rencontrer Henri Borland qui a été déporté lui aussi à leur âge à Auschwitz, et c'était un moment très fort, et c'était grâce à cette documentaliste, Madame Ben-Simon. Je remercie des personnes très précieuses qui sont Isabelle et Cathy à la loge du lycée et qui me rendent 1000 services et qui permettent sans arrêt que je rentre et je sorte, pas forcément tout à fait comme il faudrait, en faisant passer des élèves du collège par le lycée, en faisant tout, qui rendent 1000 services et qui sont formidables. Et puis je remercie mes collègues qui m'ont accompagnée en Grèce, et donc il y avait M. Rapaport, M. Carbonel, Mme Lachaud, qui ont encadré les élèves avec moi et qui m'ont beaucoup aidé. Je vous demande d'éteindre vos téléphones portables. Alors moi je ne me remercie pas moi-même, mais en fait mes élèves me remercient tellement et me font tellement, me rendent tellement au centuple ce que je leur donne que j'ai pas besoin de me remercier.